minutes de patience. Juste quelques minutes de patience. Merci. Bienvenue, je suis ravi. Ça va? Tout va bien? Monsieur l'ambassadeur organisé permanent du Mali à l'UNESCO, mesdames et messieurs, chers distingués invités, nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de notre réseau dénommé Mali Diamant. Mali Diamant, ça constitue un cadre, un esprit. Cet esprit, c'est justement créer cette synergie d'action entre les talents maliens, ici en France, mais aussi au-delà, pour contribuer justement au développement non seulement du Mali, mais aussi pour permettre un développement de nos actions, chacun dans son domaine approprié. Donc pour cela, pour ce lancement, cette semaine de lancement, donc nous avons prévu un programme. Je vais passer la parole à mon collègue, M. Cheikh Tidiane Ndiaye, qui va vous présenter ainsi le déroulé du programme. Nous nous excusons du petit retard et nous espérons que certains invités vont nous rattraper et bien sûr le chemin. Soyez les bienvenus à Obissimla pour le nom de Mali Diamant. Merci. Merci pour la chorale. Le décor étant bien planté par mon confrère et ami, et membre de Mali Diamant, le programme que nous avons concocté donc aujourd'hui est le suivant. Il y aura l'intervention d'un moment à l'autre du président de Mali Diamant, Aram Sidibé. Cette intervention sera suivie par celle de M. le consul. Et ensuite, nous aurons l'intervention de son Excellence, M. l'ambassadeur du Mali, ici en France. Et ensuite, nous allons concocter une petite conférence thématique qui sera animée par M. Sega Goudjam. La thématique va s'articuler autour des différents problèmes que les Maliens de la diaspora vivent de façon singulière. Et de façon générale, c'est que les Africains croisent dans cette action d'entrepreneur, dans ce travail d'entrepreneur. Et ensuite, il y aura la prestation de M. Dambélé, guide national, que chacun ici dans la salle connaît, certainement, qui sera soutenu par le grand joueur de Kora, Baba Sako, le fils de Ousmane Sako, le grand de la musique malienne. Et ensuite, nous allons terminer par un cocktail d'amitié pour nous rafraîchir, manger un peu, et ensuite on se dira au revoir. Mesdames et messieurs, voici le programme que nous avons concocté pour vous. D'ici l'intervention du président de Mali Diamant, je vais demander aux grands musiciens de nous tenir en haleine avec le son de Sakora. Merci. Monsieur le consul général du Mali en France, Excellence, Monsieur l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO en France, Messieurs, Mesdames, chers amis, merci d'avoir accepté de distraire de votre temps pour honorer de votre présence notre rencontre en cet après-midi ensoleillé du 9 mai 2015. Tout d'abord, je voudrais que nous observons ensemble une minute de silence aux victimes de la guerre au Mali, aux victimes de Boko Haram en Afrique, aux victimes de la catastrophe survenue au Népal et aux différentes nombreuses victimes
de l'immigration sauvage organisée par des bandits du sud vers le nord. Ensemble, je vous remercie d'observer une minute de silence. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, le XXIe siècle a débuté avec les attentats du World Trade Center. Et depuis ces temps, le monde se trouve bouleversé par des guerres, du terrorisme, par une crise économique et financière sans précédent. L'Afrique d'une manière générale, et le Mali en particulier, n'échappe pas à cette réalité. Ces difficultés rencontrées par des pays fragiles ont aussi accentué le départ des populations vers de nouvelles terres d'accueil. L'exode rural est devenu aujourd'hui un phénomène planétaire. Les campagnes s'évitent. Les villes en proie au terrorisme se désertifient et paradoxalement, les populations des pays du tiers-monde croît d'une manière exponentielle. Ainsi, l'intégration économique dans les pays d'accueil est devenue compliquée. Alors, s'il faut considérer que dans chaque crise, il y a une opportunité, en ce moment, il y en a plusieurs. Alors, aujourd'hui, nous avons initié l'idée de faire le lancement du réseau Mali Diamant, qui est un projet commun. Ce n'est pas un projet personnel, c'est un projet d'un ensemble d'entrepreneurs, ensemble de jeunes Maliens, qui se sont dit, voilà, nous traversons actuellement une situation difficile, et pas seulement depuis la crise financière, mais depuis toujours. Les jeunes, comme moi, comme d'autres entrepreneurs, depuis 2009, on a commencé à réfléchir à cette idée de mettre en place un réseau. Face au contexte de plus en plus difficile, dans une économie mondialisée, il nous a paru nécessaire et important d'unir nos forces pour former ces réseaux d'entrepreneurs, de décideurs, de talents de la diaspora malienne. Alors, par talent, on parle de talent artistique, qui sera magnifié aujourd'hui par notre grand Habib national, mais on parle aussi de talent culturel, sportif, et j'en passe. Comme le dit un proverbe gabonais, un seul doigt ne lave pas la filière. L'union fait la force. Le réseau Mali Diamant est basé dans le 8e arrondissement, à Paris. Nous tenons nos réunions au siège et un peu partout en Île-de-France. Demain, ce sera Londres, New York, Berlin ou Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes ces contrées, on a des bonnes volontés, on a des gens qui sont prêts vraiment à nous rejoindre dans ce mouvement, dans ce projet, parce qu'ils croient à l'idéal de l'union faite par des gens sérieux. Mali Diamant a pour but de créer un réseau actif d'entraide et de promotion de la diaspora malienne, de se constituer en club d'idées, d'initiatives entreprenantes et de rencontres permettant aux Maliens de tous les coins du monde, salariés cadres, managers, entrepreneurs, professions libérales, travailleurs indépendants, sportifs comme j'ai à le dire à l'instant, ayant un lien avec le Mali, de partager leur expérience au sein d'un réseau de compétences. Mali Diamant, c'est aussi de promouvoir l'entrepreneuriat dans les pays de résidence, comme ici en France, et des investissements au Mali. C'est aussi mettre en place une base de données pour les entrepreneurs maliens souhaitant intégrer un réseau, acquérir et partager des informations dans le cadre de leur activité. Alors, le Mali Diamant s'est fixé ce but-là. Ce but-là nous conduit aux objectifs suivants. D'abord, à l'intégration sociale, économique par le travail et la formation dans les pays d'accueil.
de réunir les forces vives de la diaspora malienne par des rencontres et des échanges, de sensibiliser l'opinion à tous les problèmes relatifs au développement économique, humain, culturel des Maliens à l'étranger, d'organiser et réunir un milieu d'affaires de la diaspora malienne, de promouvoir l'entrepreneuriat, de promouvoir la culture et l'accompagnement des artistes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé l'ignorer, nos artistes sont abandonnés à eux-mêmes. Ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui arrivent ici à venir en France, certains, beaucoup, passent d'abord par le statut immigré, sans papier, ils se cachent, ils font des petites prestations, dans les bars, souvent, la nuit tard, ils traversent des moments assez difficiles. Donc Mali Diamant, c'est aussi un réseau, non seulement d'entrepreneurs, mais aussi des artistes, des talents de la diaspora malienne. D'organiser des manifestations et tout type de conférences, de rencontres, c'est rapportant au développement du réseau. De promouvoir l'excellence de la diaspora économique malienne à travers le monde. Aider les Maliens à construire des projets concrets pour leur retour au pays dans le cadre d'un investissement au Mali. Le réseau Mali Diamant n'entend pas se substituer à une quelconque structure. Il y a déjà en France au moins plus de 600 associations maliennes. Vous avez des associations villageoises. Notre objectif, ce n'est pas de se substituer à ces associations ni au Haut Conseil non plus, c'est de travailler avec. C'est de travailler avec les uns et les autres, tirer, on va dire, le sucre, le miel de chacun de nous, essayer de faire en sorte que vraiment ce projet puisse permettre à ce que ceux qui entreprennent dans les domaines pas évidents, qu'on puisse se servir les uns les autres des carnets d'adresse. Le carnet d'adresse d'Abraham Sidibé doit servir à Ibrahim Keïta, doit servir à Sega Goundiam, doit servir à Lassana. Voilà un peu l'objectif. En mettant en commun nos forces, nous devenons encore plus forts. Alors, le réseau Mali Diamant, comme j'ai eu à le dire, on n'a pas vocation à devenir non plus une association dans laquelle se trouve tout le monde. Et par ce biais, c'est vrai qu'on est effectivement amené à choisir les gens qui nous rejoignent, avec des critères bien précis. Cette cérémonie de lancement est notre première activité en tant que telle, je dirais officielle. Avant, pendant un an, on s'est vu plusieurs fois, on a fait plusieurs réunions, on a travaillé sur différents projets, notamment un projet cinématographique, un projet artistique. Ce qui veut le détail de ces différents projets, le détail vous sera donné lors du cocktail. Pour ne pas, en termes de temps, puisqu'après je vais passer la parole à d'autres personnes. Donc depuis notre création, nous travaillons effectivement sur ces différents projets. Pour arriver à ce stade aujourd'hui, il a fallu les encouragements et l'implication des amis et des membres du réseau, pour certains ici présents dans la salle. Je vous demande donc d'applaudir notre secrétaire général, Ibrahima Keïta. Je vous demande d'applaudir Moriba, qui est le créateur de la société Saveur d'Afrique. Je vous demande aussi, qui vient d'ailleurs de Strasbourg, merci Moriba. Je vous demande d'applaudir aussi Habib Dambélé d'Ikiba, Kiba National. Je vous demande d'applaudir notre cher Fatou Koïta. Fatou Koïta est maire adjointe à la mairie d'Evry. Pour ceux qui la connaissent pas. Je vous demande d'applaudir aussi Lassana Niakate, qui est notre secrétaire à l'organisation. Je vous demande d'applaudir notre dame de fer, Awadem, qui est en charge de la jeunesse. Je vous demande d'applaudir Amidou Bari. Je vous demande d'applaudir aussi Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est journaliste. Et Bakary Traoré, juste à côté, qui est aussi journaliste en charge de la communication. Je vous demande d'applaudir notre très cher Sega Goundiam. Ousmane Diallo est enseignant à l'université Toulouse, à l'université Paul Sabatier Toulouse, qui vient de nous rejoindre aussi dans le réseau Mali Diamant.
demande d'applaudir aussi Ousmane Traoré. Alors, aujourd'hui, il y a tous les membres de Mali Diamant ne sont pas aujourd'hui présents. J'espère que je n'ai pas oublié certains qui sont dans la salle. Il y a certains qui sont déjà en voyage au Mali ou un peu partout. Sans oublier les autres membres et toutes les bonnes volontés qui ont très fortement encouragé ou participé à la mise en place de ce réseau. Notamment, je n'oublierai pas notre très cher frère et ami, Malamine Kone, qui est représenté ici par Amidou Gueye. Je vous demande de l'applaudir. Il y a aussi Mariette Diko, qui est membre de Mali Diamant, qui n'est pas aujourd'hui présente, elle est actuellement à Bamako. Et Sokona Nyakate, qui est aussi maire adjointe et vient d'être élue conseillère départementale dans le 94, qui est aussi membre de Mali Diamant, qui est actuellement en train de faire des mariages à la mairie. Et il y a aussi Bafikou, là, qui est artiste, qui n'est pas avec nous, qui est en train de produire, qui joue ce soir à Bordeaux. Il y a Aïssatou Konaté, qui est présentatrice télé, et notre ami docteur Tandia, qui est membre de Mali Diamant, qui est actuellement aussi en mission à Bamako. Alors, chers amis, chers invités, la suite de cette cérémonie va se dérouler ainsi, comme l'a présenté Cheikh Ndiaye. À l'instant, je vais passer la parole à notre consul général, son Excellence M. Mangal Traoré. Je vous demande d'applaudir. Ensuite, après M. Mangal, comme l'a dit Cheikh, il y aura son Excellence l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, M. Keïta. S'en suivra une mini-conférence thématique portant, comme le disait notre ami Cheikh, sur les difficultés entrepreneuriales de la diaspora africaine malienne en France, qui sera animée par notre très cher membre Sega Goundiam. Après, suivra la prestation de M. Guima National. Et on finira effectivement la cérémonie par un cocktail. J'ai failli oublier une personne très importante dans le réseau Mali Diamant, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Massa Bakaba, qui est en face, qui est là. Je vous demande de l'applaudir. Merci Massaba. Alors, et il y a aussi Bandjougou, hein, qui est professeur d'histoire, qui n'est pas là. Bon, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de gens qui font partie de Mali Diamant qui ne sont pas encore présents. Sur ce, je déclare la cérémonie de lancement du réseau ouverte et je vais passer la parole à notre Excellence, le consul général du Mali en France. Ambassadeur de l'entreprise du Mali et de l'UNESCO, Monsieur le Président de l'association Mali Diamant, Mesdames et Messieurs, honorables invités. C'est avec un réel plaisir, je dirais renouvelé, que nous vous accueillons ici à la maison du Mali pour procéder au lancement des activités de votre association, du réseau associatif Mali Diamant. Je vais simplement préciser qu'au lieu de 600, il y a plus de 800 associations maliennes répertoriées ici au niveau du consulat. Simplement pour dire toute la vitalité de la diaspora malienne de France. Donc c'est toujours pour nous un plaisir d'être à vos côtés, de vous accompagner, de vous accueillir ici dans la maison du Mali pour marquer un peu la présence de la mission diplomatique et consulaire du Mali en France, qui sera toujours à vos côtés. Je souhaiterais donc bon vent à votre initiative. Je sais qu'il y a des personnes assez connues dans votre réseau, des personnes qui sont chacune en ce qui les concerne, les ambassadeurs du Mali. Je ne voudrais pas citer quelqu'un en particulier, mais je pense que tous ceux qui sont là sont quelque part des porte-flambeaux du Mali ici en France. Donc bravo pour cette initiative et vraiment beaucoup de courage et bon vent à votre activité. Merci. Merci M. Mangal Traoré. Et dans cette salle mystique, je dirais mystique, par rapport au déroulement de la personne à qui on a donné le nom, M. Sédou Traoré, consul du Mali de 78 à 96, conseiller consulaire du Mali 78. Dans cette salle, nous appelons M. l'ambassadeur pour son discours, son intervention tape à tape. Bonjour.
Excellence le Consul général, Monsieur le Président du Mali Diamant, honorable invité, je vais être très bref, mais d'abord je dirais que c'est une très bonne initiative. Cette initiative, nous l'avons attendue depuis très longtemps, qui va peut-être servir de passerelle dont le Mali a besoin. Vous avez parlé de culture, et nous sommes dans la culture. La culture comme facteur d'intégration, comme facteur de cohésion sociale et comme facteur de réconciliation nationale. Évidemment, nous allons travailler ensemble. Nous allons, avec le ministère de la Culture, dans un mois, travailler sur les états généraux de la culture, qui va s'inscrire dans un processus de développement économique. Je vous dirai bon vent et bonne chance. Merci beaucoup. Merci, Président. Maintenant, nous sommes à l'étape de la conférence qui sera menée par M. Seka Goudjan. Alors, nous allons procéder ainsi par une série de 5 questions. Et ces questions seront répondues par M. Sega. Et ensuite, après les 5 questions, il y aura une deuxième série de 5 questions qui sont prises par le temps. Et donc, nous allons procéder ainsi. Monsieur Sega Goudjan. Merci. Comment vous expliquer ça? C'est une tâche un peu difficile. Le programme n'est pas tout à fait celui-là, mais je vais vous en donner un autre. On m'a demandé de faire une présentation, sur l'entrepreneuriat des migrants, des Maliens, des Africains, d'autres migrants, etc. Parce que c'est une problématique légèrement différente de l'entrepreneuriat en général. Mais je vais commencer par le général. D'abord, la présentation va s'articuler en 3 parties. La première partie, c'est l'entrepreneuriat général. La deuxième partie, c'est la spécificité de l'entrepreneuriat par les migrants. La troisième partie, ce seront les questions et réponses. Sur la première partie, l'entrepreneuriat, ce sont 3 choses. La première, c'est d'avoir une idée. C'est l'idée qui fait l'entreprise. C'est qu'est-ce que je réalise? Qu'est-ce que je vais réaliser? Et pourquoi j'ai choisi ce thème, ce produit? Le produit supposant à la fois un bien et ou un service. La deuxième clé par rapport à l'entrepreneuriat, c'est une fois qu'on a eu l'idée, c'est d'avoir les compétences, de réunir les compétences. Les compétences, ce n'est pas que soi, c'est aussi les gens qui ont les compétences qui sont capables de s'adjoindre pour constituer une équipe capable de gagner. Il y a un troisième élément, une troisième clé, qui est, une fois qu'on a eu l'idée, une fois qu'on a regroupé les compétences, la troisième clé, c'est est-ce que j'ai le financement pour m'accompagner? Ce sont 3 choses, n'est-ce pas, monsieur le banquier? Ce sont 3 choses. Je peux y rajouter une 4e qui n'a pas beaucoup de valeur ici. La 4e petite clé, c'est l'environnement réglementaire. Ici, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les choses sont relativement claires, ça vaut pour tout le monde peut les retrouver sur Internet un peu partout, en allant auprès des administrations. Si on était au Mali, je suis désolé de le dire, mais c'est le représentant de notre cher pays, ce serait un problème particulier. Donc, je vais focaliser, puisque la 4e petite clé ne nous concerne pas trop ici en France, je vais focaliser sur les 3 premières clés. D'abord, l'idée. Excusez-moi. L'idée, ce sont plusieurs choses. Il y a différentes façons de retenir un projet, plutôt qu'un autre. On peut faire, quand on est très structuré, qu'on est très formel, qu'on fonctionne comme il faut, de manière rationnelle, on peut faire une étude de marketing. Une étude de marketing, c'est assez classique, on y reviendra peut-être, mais je crains qu'on n'ait pas beaucoup de temps. Ce sont les 4 P et les 5 C. Alors, je ne reviens pas trop longtemps. Le 4 P, c'est le produit, c'est le prix, c'est la place, l'emplacement. Et le dernier, c'est le... j'ai oublié, mais ça va me revenir. Les 4 C, c'est la compagnie, c'est le client, ce sont les compétiteurs, ce sont les clients, j'ai déjà dit, ce sont les constructeurs, c'est le contexte, etc. Donc on y reviendra, si besoin, tout à l'heure. La deuxième façon de procéder, c'est de se dire, non, moi je ne sais pas faire tout ça, c'est trop formel, j'ai du flair. Mais quand j'ai du flair,
je le teste. On va y revenir parce que la question essentielle, c'est pourquoi les clients potentiels vont-ils me choisir moi et mon produit plutôt qu'un autre? Donc il y a une notion de légitimité qui va se poser. La deuxième chose que je veux rajouter ici, c'est la gestion rigoureuse. Une fois qu'on a constitué son entreprise, qu'on a eu l'idée, qu'on a les compétences, qu'on a le financement, qu'on a lancé son entreprise, il faut être capable de la gérer de manière très rigoureuse. Ce n'est pas forcément notre fort de manière native. Mais on va là aussi y revenir. On a tendance à mélanger la famille, les amis, les machins, les trucs. Et ça, c'est pas forcément la bonne gestion. Troisième aspect qu'on peut soulever, ce sont les capacités d'adaptation et d'évolution de l'entreprise. J'ai créé une entreprise, j'ai à la limite un beau produit, ça démarre bien. Il ne faudrait pas que je m'essouffle au bout de 6 mois ou d'1 an. Parce qu'il faudrait que j'ai la capacité de m'adapter aux besoins qui, eux, évoluent de ma clientèle. Je continue. Vous voyez que j'ai été un peu critique, mais c'est fait exprès, c'est pour provoquer des questions tout à l'heure. L'entrepreneuriat, ça c'est en général, ça vaut pour tout le monde. Qu'on soit blanc, jaune, vert, bleu, un machin truc, ça vaut pour tout le monde. Quelle est la particularité pour les migrants? Les migrants, quand j'ai une idée, je veux créer une entreprise, je me heurte à plusieurs difficultés où je vais avoir certains avantages. La première des difficultés, c'est quand je dis n'importe quoi, j'ai créé une société, je veux vendre un produit, les gens vont se demander mais en quoi ce monsieur ou cette dame sont-ils légitimes pour proposer ce produit? Si je propose le produit lambda, qui est proposé par différents Français, que je vais voir un client, alors je vais voir, il y a plusieurs cas de figure, le B2B, je m'adresse à un business, il y a le B2C, je m'adresse au client final, au consommateur, et puis il y a le B2B un peu particulier, qui est je m'adresse à un professionnel, mais qui est un distributeur. À ce moment-là, c'est une autre problématique. Mais pourquoi, diable, serait-ce plus légitime qu'un Français pour vendre, j'allais dire, des pommes? Je ne suis pas producteur. Les gens ont plutôt tendance à se méfier. Je vous prends un exemple qui est assez parlant. Il y a régulièrement des reportages sur la qualité hygiénique dans les restaurants. Et ça parle de tout. Hein. La DGRCC, la concurrence, repère régulièrement des fraudeurs. Mais tout le monde a retenu qu'une chose, c'est que dans les restaurants chinois, on est susceptible de manger du chien ou du chat. Je n'ai pas fait de statistiques, d'ailleurs c'était interdit. Je n'ai pas fait de statistiques, mais je suis persuadé qu'il y a autant de problèmes hygiéniques dans les restaurants français, sauf que ceux-là, on ne les retient pas, on retient la particularité. Donc quand je viens pour proposer quelque chose, il y a un certain nombre de clients qui vont se dire, ce monsieur, il n'est pas d'ici, il a peut-être des mœurs qui ne sont pas les nôtres, il a peut-être des façons de faire qui valent chez lui, mais qui ne valent pas chez nous. A priori, il se méfie. Comment puis-je dépasser cette première barrière? D'ailleurs, je suppose que quand il fait des spectacles, il y a des gens qui se disent ce qu'il va présenter ne concerne que les Africains, je ne sais pas pourquoi ça peut faire rire un blanc. Donc, la différenciation et la légitimité, la qualité de mon offre. Si mon offre se détache complètement de toutes les autres offres, que je sois blanc, bleu ou jaune, ça passe pas. Parce que les gens en ont besoin. Ils passent au-delà de cette difficulté. La cible. Bien souvent, quand on réfléchit en tant que migrant, je ne vais pas toujours dire malien, parce qu'il y a un paquet de miens. Quand on réfléchit à l'entrepreneuriat en tant que migrant, on a tendance à faire deux choses. Soit on développe, on propose un produit, un business qui est à cheval entre le pays d'origine et ici, parce qu'on se dit on a un clientèle plus grand captive. Soit on fait un produit, on propose un produit qui s'adresse à la communauté, à notre communauté, parce qu'on se dit c'est plus facile, on se comprend mieux. Et quelquefois, ce n'est pas ça, on propose un produit qui joue sur l'un des 4 P, qui est l'emplacement. C'est-à-dire qu'il y a un emplacement qui a été négligé par tout le monde. On va en avoir d'autres. Si vous avez des idées, on en discutera tout à l'heure. Donc, je vais faire en sorte qu'on ait un peu de place pour discuter. Les réponses qu'on peut avoir dans ces cas-là. La première, c'est, vous avez remarqué que tous les gens, tous les migrants qui sont passés par des concours, qui ont gagné des concours, ont bénéficié d'une certaine médiatisation. Et cette médiatisation fait tomber la barrière du migrant. Les gens vont au-delà parce qu'il y a des gens crédibles qui en ont dit du bien. À partir de ce moment-là, on dépasse. Donc, les concours est une solution pour dépasser la méfiance qu'il peut y avoir vis-à-vis de « je vois mon repas qui sourit » parce que je vous raconte une anecdote, mais un peu plus tard.
Le réseau, on est en plein dans le réseau. Et le réseau, quand on a des gens qui sont bien placés, on a vu qu'il y avait 2 journalistes qui ont fait les premières présentations, si on a des journalistes et qu'on peut s'appuyer sur les réseaux des journalistes qui eux-mêmes ont des copains journalistes qui font passer les mêmes messages à tout bout de champ, on gagne en crédibilité. Il y a, Mali Diama peut et doit servir à ce genre de choses également. Puisque Abraham parlait tout à l'heure de carnet d'adresse. L'originalité. On peut sortir un produit qui est tout à fait original que personne n'a sorti, à condition de convaincre les gens de son utilité. À ce moment-là, on est tout seul, donc les gens viennent s'ils sont intéressés. On peut même, quand on s'appelle Apple, en profiter pour faire des prix exorbitants. Donc là, ouais. Nous avons quelques autres problèmes. Nous pratiquons assez allègrement, j'espère que je ne veux pas y contribuer par cette présentation, nous pratiquons l'autocensure. L'autocensure, c'est quoi dans notre cas? Les freins culturels. Il paraît qu'il y a certains métiers qui sont plus honorables que d'autres. Donc on se refuse à les faire, même quand on a une idée qui est excellente, on peut gagner beaucoup d'argent. Ouh là là, non, on ne peut pas faire ça. Je vais tirer la famille, je vais tirer les amis. Non, ça c'est pas pour moi. Donc on a un premier frein qui se situe à ce niveau. Le deuxième frein qu'on a, c'est la confiance en soi. Et pour ça, on a tout ce problème. Il se trouve qu'on est plus facilement entrepreneur quand on a vécu dans un milieu qui peigne dans l'idée d'entreprise. Quand on a été entouré des gens qui ont osé, qui ont fait des choses, on s'improvise pas. Si, on peut s'improviser, mais c'est beaucoup plus difficile. On n'a pas confiance en soi, on se dit, ben, tiens, si j'ai fait ça, je vais me casser la figure, j'aurai un expliquant, je vais tout faire. Bref, on a la peur du fait de notre éducation, la peur du fait de notre expérience personnelle. Il y a un troisième type de frein, à qui on, enfin en général, c'est pas un frein, c'est les choses qu'on constate, c'est qu'on manque souvent de rigueur dans la gestion. Ceux qui ont entrepris ici et qui ont réussi savent qu'il ne faut pas compter ses heures, savent qu'il faut avoir... La première des qualités d'un bon entrepreneur, c'est la capacité à dire non. C'est pas le traditionnel. La réponse là aussi se trouve dans les réseaux et dans les rencontres. Les réseaux et les rencontres permettent de discuter avec des gens, de gagner en confiance, d'oser y aller, de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui sont derrière avec des compétences et qui peuvent, Abraham l'a dit tout à l'heure, qui peuvent l'aider. Vous voyez, ça fait 2 ou 3 fois que je parle de réseau. Le réseau, on le retrouve partout. Quand je cherche une idée, un réseau peut me servir. J'ai l'idée première, je la soumets, les autres la challengent, ils l'enrichissent et mon idée est meilleure. Donc les réseaux peuvent servir aussi à ça. Le réseau peut également servir dans la deuxième phase, la réunion des compétences. Quand je veux créer une entreprise, qu'on en a discuté, que je soumets l'idée, je peux aller voir à droite, à gauche pour trouver des compétences. Un exemple typique, c'est le groupe que nous constituons dans une banque. On a trouvé des gens qui ont des profils complètement différents et ces profils ensemble constituent quelque chose qui est très performant, qui peut être très performant. Le réseau peut servir à ça aussi. Donc à détecter, à chercher, à convaincre et à se rapprocher les compétences nécessaires. Sur le financement, c'est pareil. Le réseau peut également servir. J'en discutais hier de manière à la volée un peu avec Abraham au téléphone. Je lui ai dit, bah oui, il y a différents types de financement. On peut passer à une banque pour demander un crédit. Mais c'est parce qu'on fait un premier. En premier, on cherche ce que Abraham appelait le love money. Donc on va regarder auprès de ses parents, de sa famille, des amis, s'il ne peut pas apporter quelque chose. Et puis je lui ai dit, oui, mais il y a aussi le crowdfunding maintenant, on va sur Internet. Bon, il y a différentes solutions de financement. Et là aussi, le réseau peut vous donner des billes et des pistes, voire des adresses. Et là, le réseau joue à chaque fois. D'où l'intérêt potentiel de Mali Diama. L'intérêt potentiel, c'est une chose. L'intérêt réel, c'en est une autre. C'est à Mali Diama de transformer l'essai. La relation avec le type de clientèle, j'en ai parlé assez rapidement, le B2B, le B2C. Le B2B, il est beaucoup plus facile pour un migrant. Quand on s'adresse à une boîte, quand une entreprise est cliente, ou veut être cliente, ou est potentiellement cliente, c'est relativement facile. Une entreprise fait ses choix à partir de critères relativement objectifs. Oh, il y a quelques cas aberrants, mais enfin, c'est pas la règle. Des critères objectifs. Est-ce que j'ai besoin de ce produit? Est-ce qu'il est, pour le service, il est de proximité? Est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il est ceci? Si tous les critères sont bons, l'entreprise choisit. Et chaque fois qu'il y a un choix qui est collectif dans une entreprise, ça se fait sur ces critères. Quand le choix est individuel, à ce moment-là, il y a des dérives. Ça peut arriver.
mais c'est plutôt bas. Donc le B2B est relativement facile, même quand on est migrant. Quand on a le bon produit, on a la bonne argumentation, on a le bon prix, on passe. Quand on s'adresse à un client, c'est différent. Amusez-vous, ça se fait de moins en moins maintenant, mais il y a quelques années, pour les gens qui sont un peu plus anciens que moi, il se passait beaucoup, les gens faisaient du porte-à-porte. Ils allaient toquer à la porte, il y avait un aspirateur ou je ne sais pas quoi, qui voulait vendre. Mais si vous êtes africain, vous allez toquer à la porte, vous allez voir le nombre de gens que vous ouvrez. C'est très simple. Ça dénote la difficulté du B2C. Le B2C, les gens ont peur de ce qui est inconnu. Je n'ai pas dit de ce qui est étranger, je dis de ce qui est inconnu. Donc le B2C est beaucoup plus compliqué. Le B2B qui passe par un distributeur, c'est un peu plus compliqué. Le distributeur, c'est un professionnel, c'est une entreprise. En général, lui, il va fonctionner sur les critères objectifs. Mais derrière, il va se dire, mais comment va réagir ma clientèle? Donc il est entre deux chaises. Les critères objectifs me feraient choisir ce fournisseur, qui est migrant. Mais en fonction de ce qu'il me propose et de la façon dont il va le présenter dans mon magasin, je ne sais pas comment va réagir ma clientèle. C'est un peu plus compliqué. Donc à chaque fois, à étudier. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Mali Diama, ce n'est rien d'autre que ce que je viens de vous dire sur l'entrepreneuriat. C'est une démarche entrepreneuriale. L'idée qu'il faut avoir, les compétences, il en a cité quelques-unes avant, les compétences qu'il faut réunir. Je n'ai pas dit financement cette fois-ci, mais les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour réussir. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les billets de banque, il y a aussi les moyens matériels, il y a les moyens en termes de disponibilité, etc. En termes de temps consacré. Je vais donc m'arrêter là si vous avez des questions, mais si vous n'avez pas de questions, je vais aller. C'est à vous. Toujours dans la salle mythique, s'il vous plaît. M. Goudjam est à votre disposition aussi. Il y en a parmi vous qui veulent poser quelques questions. Il ne faut pas se gêner. Ça a été la première main. Monsieur, vous vous présentez et ensuite vous lui posez la question. Moi, c'est ça, je remercie M. le Président pour son excellente présentation. Et je reste un peu quand même sur ma fin par rapport à l'aspect entrepreneurial qui part d'ici, mais à destination du Mali. Je pense qu'on n'a pas eu tellement de détails là-dessus. Et quand j'ai suivi l'exposé, je me suis rendu compte que c'est plutôt un entrepreneur qui a l'idée ici et qui va l'appliquer ici. Et, sauf que, si j'ai bien compris, pas mal de migrants ont l'idée ici, mais ont souvent ce besoin de l'appliquer au Mali. Je dis ça parce que je suis souvent sollicité par des jeunes pour réfléchir sur des projets, mais des projets qui partent d'ici à destination du Mali et qui sont confrontés à une véritable problématique, c'est clair, c'est le financement. Et ce financement, si le projet est ici est viable, je pense que souvent les établissements financiers ont moins de mal à suivre. Si le business plan est bon, que tout est bien ficelé, il n'y a pas de problème. Mais je vous propose qu'on fasse court si on je vais aller très vite. de gens. Parce qu'on a déjà compris votre problématique, je peux presque y répondre. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez au niveau du réseau Mali Diama comme idée et comme processus de financement pour ces genres de projets? Merci. Là, je vous laisse répondre ou bien je prends oui, je prends au fur et à mesure. Okay. J'ai une petite tête, Donc, alors, d'abord, je parle sous le contrôle de tous les membres du Mali Diama qui sont ici. Mali Diama n'est pas un organisme de financement. Donc la question ne se pose pas en ces termes. Par contre, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans votre question. Les gens qui sont ici et qui veulent investir au Mali, ils ont une problématique qui est légèrement, c'est la même, mais légèrement différente. Légèrement différente en quoi? C'est que quand vous investissez au Mali, je parle sous le contrôle du directeur de banque qui est ici, le banquier a besoin d'avoir des garanties quand il fait un prêt. Il faut une contrepartie qui puisse saisir si ça passe mal. Et si vous avez un bien ici que vous pouvez hypothéquer, à la limite, ça se discute. Mais si vous n'avez rien du tout ici et que tout ce que vous pouvez apporter comme garantie,
garantie se trouve au Mali, il n'a pas la main dessus, c'est trop compliqué juridiquement. Mais il y a une problématique supplémentaire qui se rajoute dans les investissements au Mali. Les investissements au Mali supposent que vous ayez des gens, je parlais de compétences tout à l'heure, des gens de confiance et compétents au Mali pour s'occuper de l'affaire là-bas. Le principal problème des gens qui investissent au Mali, c'est le détournement par des proches. D'autres questions? Donc c'est sur lieu de ma condition de prendre quelques garanties. Monsieur Bignan, il y a son excellence ambassadeur qui voudrait faire une intervention. Ensuite, nous viendrons à la série de questions. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, M. Bignan. Je voulais, dans votre intervention, vous n'avez pas évoqué le... Quand on parle de marketing, vous n'avez pas évoqué le marketing ethnique. C'est très important. Marketing ethnique. Oui. Vous savez que ça marche très bien à Londres, mais ça ne marche pas très bien ici, où les compétences ne sont pas vraiment se placent. Même quand je vais en Afrique, souvent, tous ceux qui sont dans le marketing, en général, qui travaillent chez Orange, sont des Français. J'avais marqué ça dans tous les pays en Afrique. Orange, c'est quand même le plus grand groupe qui marche très bien. Mais en général, ils choisissent des directeurs marketing qui sont français. Pas vraiment... Moi, j'ai fait une formation marketing, mais j'étais dans les livres. Donc, mais un exemple, parce que j'ai eu un retour d'un éditeur. J'ai diffusé à peu près 60 éditeurs institutionnels, puisque j'étais chercheur en même temps dans l'enseignement supérieur. Il y a un éditeur qui m'a dit, en fait, qui a envoyé un mail en disant de ne pas signer mon nom. C'est de signer avec mon nom qui n'est pas porteur. Keïta n'est pas porteur ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est-à-dire le marketing ethnique? Je l'ai traité en deux parties. Je l'ai traité en termes du business politique qui s'adresse à la communauté, dans l'ethnicité, et je l'ai traité aussi dans l'aspect la peur de l'inconnu. C'est pour ça que vous avez demandé de passer de l'autre. Vous avez parlé de Londres, c'est très intéressant. Je vous cite un exemple que beaucoup connaissent ici dans la salle. Vous avez tous entendu parler d'un certain Tidiane Diam, qui est un Ivoirien, franco-ivoirien, qui a fait Polytechnique, qui a fait mine. Donc, mine, ce sont les meilleurs Polytechniques qui font Paris, ce sont les diplômés. Il est sorti major de mine. Il a commencé à chercher du boulot en France. Il en a trouvé, mais pas à la hauteur. Ils ne vont pas se choisir. Il lui dit, ah bon, pourquoi? Comme c'est quelqu'un qui me connaît bien, il m'a expliqué. Le fameux plafond de verre, c'est parce que vous êtes noir, parce que vous êtes ivoirien, etc. Il est allé à Londres. Il est passé par les assurances en France, ensuite il est allé à Londres. À Londres, encore maintenant, il est patron de Prudential, qui est une des plus grosses boîtes, sinon la plus grosse boîte d'assurance du monde. Il vient d'être chassé pour devenir patron de Crédit Suisse, pour remplacer un Américain. En France, il n'aurait jamais eu la moitié de ça. Il a travaillé quelques années en Côte d'Ivoire, mais pas longtemps. Je sais que le pays de mes parents sont originaires, donc j'ai l'habitude d'aller une fois par an quand je le peux, on a besoin. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un réseau comme Malijama ou les personnes qui sont nos autorités qui nous représentent peuvent faire pour des entrepreneurs en termes d'accompagnement? En termes d'accompagnement, comment est-ce que... Qu'est-ce que vous avez comme projet? En fait, c'est tout simplement rendre accessible l'éducation donc à travers le numérique. Donc allier le numérique et l'éducation. Okay. Mais la question de M. Signé serait répondre. Merci. Malijama, c'est le lancement, donc on n'est même pas sûr qu'on ait les moyens. Par contre, on a dit qu'on mettait à disposition nos carnets d'adresse. Je ne peux pas le faire au ministère de l'Éducation. Approchez-vous du ministère de l'Éducation. Je suis persuadé que si votre projet est intéressant, il n'y a pas de raison qu'ils soient si idiots pour le refuser. D'accord, une question. Monsieur Comé. Bonjour, Mamadou Comé, je suis le président de l'association agricole INAGRI, Initiative agricole pour le Mali en France. Alors, on a créé cette association pour un peu promouvoir les activités agricoles au Mali, mais aussi susciter l'intérêt de la diaspora pour les activités agricoles au Mali. Alors, récemment, on a initié un projet de fonds d'investissement pour les train de mettre en place. C'est une sorte de parc qu'on veut constituer avec les membres intéressés
intéressés, on dise ceux qui sont intéressés pour investir au Mali. Puisque avant de prendre la main, il faut avoir quelque chose sur nous. Donc nous, on veut mettre en place ce fonds-là pour l'investir dans les projets agricoles porteurs au Mali. Et qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller sur cette option-là, puisque on est au tout début. Et j'en appelle bien sûr à tous ceux qui sont là, qui sont intéressés, comme on l'a conseillé, puisqu'on est dans la phase du débat. Merci. Merci, ça me permet de dire que Mali Diamant était un réseau qui se met en place. Mali Diamant, Abraham l'a dit, d'une façon qui pourrait choquer quelques-uns, mais ce n'est pas le but. N'accepte pas, ne recrute pas tout le monde, et ce n'est pas le problème, ça. Ce n'est pas du tout un problème. Mali Diamant est ouvert à la coopération avec tous ceux qui peuvent apporter quelque chose à l'ensemble du système. Rien ne nous empêche de mettre nos compétences en commun, vous, en termes de connaissances sur l'agriculture, nous, en termes de relationnel, pour essayer de promouvoir vos projets s'ils sont intéressants. Mais ça ne passe pas. Vous avez dit qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Je suis obligé de vous présenter des excuses parce qu'il m'a envoyé un dossier qui n'est pas clarifié pour le moment. La première chose à faire, pour n'importe lequel d'entre nous, ce serait de lire votre dossier pour voir quelle est la crédibilité, la solidité de votre projet. Personne ne mettra un sou dans un projet qui paraît fort. Par contre, un projet qui est intéressant et qui peut apporter à ceux à qui ça s'adresse, mais qui peut aussi apporter à ceux qui ont mis leur argent dedans, parce que c'est l'argent qui va faire du petit, j'espère, aucun d'entre nous ne crachera dessus. Si votre projet est pertinent, s'il est intéressant, c'est la bonne idée dont je parlais tout à l'heure, c'est intéressant, non seulement, évidemment, se fera un plaisir d'ouvrir son carnet d'adresse pour vous aider, avoir les bons contacts, mais chacun d'entre nous, évidemment ou pas évidemment, pourrait être intéressé pour mettre 2 francs 3 sous, pour gagner un peu plus d'argent. J'en profite pour donner l'exemple, tout à l'heure dans la présentation, je l'ai pas fait. Moriba, c'est quelqu'un que je ne savais même pas qui serait là, c'est Abraham qui nous l'a dit dernièrement, mais c'est un bon exemple d'entrepreneur. Il vient de Strasbourg, j'ai été longtemps dans la zone de Strasbourg, il ne se souvient sûrement pas, mais moi je l'ai rencontré dans un supermarché, donc on est en plein marketing. Je l'ai rencontré dans un supermarché, je crois que c'était Cora Ardenau ou au Champs-Sebrousse. C'était l'un des deux, parce qu'il y avait souvent, je crois que c'était Cora Ardenau. Je l'ai rencontré là-bas, je ne le connaissais pas du tout. Je passais dans les rayons, je vois un Africain qui a une tête de quelle tête de manière, donc je m'approche de lui, je discute avec lui, il me fait goûter son produit, sa boisson, on discute un peu, bon, je dis autour que c'était très bien les jeunes qui se lancent, des choses comme ça, et puis je l'ai perdu de vue. Et on se retrouve ici, dans cette salle. Alors, pourquoi je parle de son exemple? C'est pas simplement pour lui faire de la publicité, même s'il le mérite. Je ne suis même pas sûr qu'il en ait besoin. Mais je continue. Pourquoi j'en parle ici? Parce que Moriba aurait mis un dépliant dans ma boîte, le dépliant serait allé aussi sec à la poubelle. Il n'avait aucune chance que je m'intéresse en quoi que ce soit à ce qu'il m'a dit, à ce qu'il a écrit. J'ai dit, moi, et ce n'est pas vrai pour vous, ce ne sera peut-être pas vrai pour vous. Ce serait allé à la poubelle. Donc, ça aurait été le mauvais canal de marketing. Moriba, je l'aurais vu, entendu à la radio ou vu à la télé, où je vends des produits exotiques, des boissons, des machins, mais je suis à Strasbourg, ce serait passé comme la pub de n'importe quelle voiture. Qu'est-ce qui a fait la différence là? C'est ça, la forme de marketing qu'il a choisi. Le fait de l'avoir vu, tout à fait par hasard dans ce magasin, de m'être approché non pas du produit, mais de l'individu. D'avoir discuté avec lui, c'est ce qui a fait la différence. Comme quoi, vous voyez, tous les canaux de marketing ne se valent pas. Bien répondu, vous allez patienter un peu. Monsieur le conseiller, vous avez un peu de choses. Merci, peut-être je vais certainement donner la parole à Finance également. Et il a interpellé à une nouvelle question qui s'adresse un peu aux autorités, pour savoir si les autorités peuvent faire lorsqu'on est porteur de projet. Nous faisons aussi de la mise en relation. Lorsque les franco-maliens, enfin les compatriotes de la diaspora qui sont là, qui ont des projets intéressants, et nous les soumettent, nous les mettons en relation avec les départements qui sont en charge de la question au niveau du Mali. Je pense qu'on a déjà fait par rapport à Inagri, dont le président est ici dans la salle. Donc si vous avez quelque chose de précis, de sérieux, approchez-nous, on vous mettra en relation avec les autorités compétentes. Alors, je
voudrais aussi dire à la personne qui s'occupe de l'éducation, nous, à l'UNESCO, on appuie souvent les projets, surtout des projets qui, on appelle ça, des projets que nous, on appuie, mais on passe par Bamako. Il y a une commission de l'UNESCO à Bamako. Sur 8 projets, l'UNESCO a financé à peu près 6 projets, en valeur de 140 000 $. Vous avez la chance d'avoir aussi un de mes conseillers qui est dans cette salle, qui s'occupe de cette affaire, qui s'appelle Awadem. Awadem est chargé de l'éducation et de la formation au sein de la délégation malienne auprès de l'UNESCO. Vous pouvez l'approcher si vous avez des projets, et nous on appuie ces projets. Surtout des projets sur l'éducation des filles, l'éducation d'urgence, c'est des projets qui sont vraiment financés par l'UNESCO. Merci bien. Après le représentant du groupe, M. Gojana. Présentez-vous, posez la question. Okay. Bonsoir à tout le monde. Je remercie l'initiative. Cette initiation permettra, n'est-ce pas, aux familles créateurs d'entreprises d'aller dans la bonne direction et de comprendre encore mieux de près de l'heure. Je vous remercie de cette initiation. Moi, je suis Kevin Sarko, chef d'entreprise et salarié de Super 5 ans. Ma première boîte a été créée en 1989, c'était la publicité. Pendant ce temps, je savais de quoi il s'agit réellement pour la création, pour les étrangers, pour répondre à quelques questions de ces gars, que la difficulté que j'ai parcourue depuis 1989 jusqu'à 1990. J'ai des difficultés à pouvoir créer ma boîte, mais tant mieux, en 1994, j'avais 24 salariés. Alors, en 1994, en même temps, j'ai changé. Je suis rentré dans la maroquinerie et l'alimentation. Je faisais tous les cantines maliennes. Alors je faisais beaucoup, j'avais des boutiques un peu partout, à Montreuil. J'avais la boutique à Boucher, un peu à la place du Baroque, la rue Tanger. Je travaille beaucoup avec la communauté malienne, les difficultés que j'encours dans ce secteur-là. Je sais que ce n'est pas facile encore pour répondre à ces gars. Alors en 1996, je suis rentré un peu dans les transports avec OCP, la pharmacie, et les livraisons à longue distance. Pour vous dire qu'en 1994, je suis passé à l'agent de paiement aujourd'hui, travaille avec le partenariat avec la BD Banque de Paris. En même temps, je suis agréé par l'agence française, en même temps avec la Banque de France et le partenariat avec les SISO. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cela, pour encourager mes frères qui sont là de près, pour dire que si vous avez l'initiation et l'objectif de création d'entreprise, il faut que vous soyez libre. Il faut que vous soyez libre et conscient. Quand vous n'avez pas cette transparence, vous n'aurez à nulle part. L'espérance, le peu d'espérance que j'ai acquis pendant ces derniers temps ici en France, permettra, n'est-ce pas, à d'autres personnes, de Maliens qui sont là, ou d'autres sources migratoires de d'autres parties de l'Afrique, pour essayer de dire que les Africains peuvent créer des entreprises, mais création d'entreprises pour un Africain ici n'est pas facile. Donc pour les personnes qui ont cette notoriété et l'idéologie de pouvoir créer des entreprises en France, je vous demande en tout cas la belle solution qui vient d'être créée, de vous adhérer à cette structure-là. C'est une institution qui répond à nos critères. Je vous remercie et j'aimerais quand même avoir des rapports par rapport au président de cette institution. Je vous remercie encore, ces gars. Là, c'est plus une contribution qu'une question. Alors, autre question? Oui, bonjour, moi c'est André Papa, responsable associatif. Ma question c'est, que pensez-vous, M. Goudian, du fait qu'un constat, c'est-à-dire, vous avez parlé, je suis très heureux de l'entendre, le marketing communautaire. Un boutiquier chinois, pakistanais et un boutiquier malien pratiquement qui vendent la même chose. Un client malien a plutôt tendance à aller vers le pakistanais plutôt que le malien. Qu'en pensez-vous? Comptez. C'est répondu par M. Tidjab. Je vais plutôt répondre directement avec la brutalité que tout le monde me connaît. Je vais contourner pour une fois. Mais je répondrai quand même. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'autocensure qu'on exerçait sur nous-mêmes. L'autocensure, c'est pour rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le conseiller général et moi aussi l'ambassadeur. Si vous avez une idée, ne vous dites pas, elle ne vaut rien. Approchez-vous d'autres gens, travaillez là, ils vont peut-être vous aider à l'améliorer, peut-être qu'elle est excellente déjà, mais osez la présenter. Osez la présenter au consulat, osez la présenter à l'UNESCO, osez la présenter à d'autres réseaux comme
forcément, ou ailleurs. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, c'est mettre votre expérience au service de nouveaux entrepreneurs. On en a discuté tout à l'heure, il serait bien qu'on fasse circuler une feuille de présence pour que chacun note ses coordonnées, ceux qui ont envie, note leurs coordonnées, parce qu'un jour on aura peut-être besoin de votre expérience et il faudra qu'on vous cherche. Voilà. J'en reviens à votre question. Ce que vous dites est probablement vrai. Je ne suis pas persuadé que ce soit très très général, mais c'est possible que ça le soit. C'est possible que ça le soit. Ça veut simplement dire que nous avons encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire pour ne pas considérer, parce que j'ai parlé d'autocensure et de manque de confiance. Ça, c'est autre chose. C'est la méfiance que nous avons les uns par rapport aux autres. Nous nous méfions de nous-mêmes. Ce qui est terrible. Et si on me dit, si j'étais européen, ou français de souche, comme on dit de temps en temps, si j'étais français de souche, et qu'on me dise, il y a une boutique tenue par un Malien, une boutique tenue par un Pakistanais qui vend à peu près la même chose, les Maliens préfèrent aller chez le Pakistanais, je dirais, si les Maliens vont chez le Pakistanais, c'est qu'ils connaissent leur pratique à eux, et qu'ils s'en méfient, donc je n'irai pas chez le Malien. Je n'irai pas chez le Malien. Si entre eux, ils savent les coups bas qu'ils sont capables de faire et qu'ils se méfient, les Maliens eux-mêmes ne viennent pas, moi je ne vais pas. Je ne suis pas plus malien que le Malien. Mais ça veut dire, moi je ne veux pas qu'on reste sur des échecs ou sur des sentiments négatifs. Ça veut dire qu'on a tous, les uns les autres, du travail à faire de sensibilisation pour expliquer les choses. Ça veut aussi dire que le commerçant malien qui est en face du Pakistanais, il aille vers ses clients potentiels maliens pour leur expliquer, pour leur parler. C'est ce que je vous ai dit, je vous ai donné l'exemple de Moriba tout à l'heure, j'ai allé vers lui, j'ai discuté avec lui, c'est tout. Ça nous a peut-être pris 5 minutes, je ne me souviens même plus. Ça date, hein. Oulala. Ça date, ça fait au moins 15 ans. Enfin, autour de 10 ans en tout cas. Très bien. Je vous dis que toutes les questions sont très bien répondues. Et nous allons passer la parole à M. Moriba, l'honneur, pour qu'il nous parle un peu du côté marketing de la chose. Bonsoir à tout le monde. J'ai eu la chance d'étudier le marketing en globalité, marketing ethnique d'une part. Le marketing, c'est aujourd'hui incontournable dans le commerce. Où qu'on soit, qui qu'on soit, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire du business sans marketing aujourd'hui. C'est le conseiller du commerce, le marketing. C'est lui qui réfléchit à la place du commerçant pour lui donner les stratégies et la voie à suivre. Mais malheureusement, c'est le constat que j'ai depuis 20 ans dans ce métier, ce n'est pas beaucoup pratiqué dans notre communauté, en globalité, en Afrique même. Ça commence maintenant, mais on a vraiment du retard par rapport aux autres. J'ai entendu parler du marketing ethnique, qui est très complexe. Marketing ethnique, ça veut dire que le marketing qu'on veut appliquer dans ce domaine est adressé à une ethnie. C'est ciblé. Et la mondialisation aujourd'hui, presque ce mot pour moi est très subjectif. Parce que le Chinois veut manger africain, l'Africain veut manger chinois ou japonais. Donc le marketing, c'est une stratégie. Et donc je suis à la disposition des gens qui veulent poser des questions très techniques dans le domaine qu'ils sont pour pouvoir les conseiller ou les orienter. Parce que je sais que là où je suis aujourd'hui, c'est grâce au marketing. C'est pas que je suis mieux que d'autres personnes, mais je connaissais mon cible, je savais à qui je devais m'adresser. J'ai répondu à cette question-là. Tant qu'on n'a pas la réponse à qui on doit vendre, on ne peut pas vendre. Donc voilà un peu, si vous avez des questions stratégiques ou marketing, je peux bien répondre à ça. Merci. Ok, avec le débat, M. Lorena et M. Goudiam, toutes les questions sont répondues et très bien. Juste M. Goudiam, nous allons demander à ça, juste 2 questions. Certainement que l'une vous sera posée et l'autre à Moriba, où les 2 questions vous seront posées. Donc, quelqu'un voulait poser des questions tout à l'heure. Ah, monsieur, vous allez précis et rapide. D'accord. Donc, je suis professeur de mathématiques plutôt. Ma question, c'était, donc, si j'ai bien compris, le but du réseau, c'est de donner des conseils,
mettre en contact, éventuellement, M. Goundiam pourra préciser s'il y a autre chose. Et question subsidiaire, est-ce que cette prestation est appelée ou est tarifée? Ah, c'est le 2. Je savais qu'il était en train de tirer, c'est un ami d'enfance. Tout est bien. Bon, d'abord, ce qui est Mali Diama. Mali Diama, c'est quelque chose qui est en gestation, on est en train de beaucoup réfléchir, donc c'est quelque chose qui va bouger, qui bougera encore, heureusement. Ce que nous voulons dans un premier temps, c'est mettre à la disposition des membres de Mali Diama, d'abord, à la disposition des autres réseaux d'associations qui peuvent nous apporter une compétence particulière dans un domaine, un savoir-faire pour promouvoir des activités. Je ferme la parenthèse. Donc, on va mettre ces compétences à disposition. Il est évident que les gens vont y consacrer du temps, ils vont consacrer quelques moyens financiers parce qu'il faut faire tourner une association. Et il est évident que dans les choix que nous allons faire de travailler dans tel ou tel domaine, nous ne mépriserons pas du tout le rapport à l'argent. Si nous avons des activités, nous avons des prestations qui, par notre boulot, c'est-à-dire que, je prends votre exemple, nous décidons d'investir comme fonds d'investissement dans votre truc, évidemment que nous en attendons un retour sur investissement, sinon on ferait mieux de faire autre chose. Donc ça c'est très bien. Est-ce que les prestations sont tarifées? Si nous travaillons avec eux, avec par exemple cette association qui s'occupe, qui est très spécialisée, que je connais bien, hein, on s'est souvent fréquenté, si on travaille avec eux, qui nous apportent leur expertise en matière d'agriculture, nous on leur apporte le réseau, on leur apporte les compétences, on leur apporte la capacité à réfléchir sur le cahier, le business plan, etc. Si on leur apporte tout ça, ça ce n'est pas tarifé. Le résultat, si ça se traduit par une collaboration et un investissement commun, ce résultat, nous sommes intéressés par en avoir notre bénéfice. Mais pas dans la façon de travailler ou d'échanger. C'est comme si on disait on tarife, on a mis un compteur à l'entrée, on vous a fait payer votre participation à cette réunion, c'est pas le but. Donc, le fait de travailler avec les gens, d'échanger, n'est pas tarifé. Le fait d'avoir des investissements qui peuvent être productifs et qui peuvent être rentables pour les 2 ou les 3 ou les N parties, oui. Monsieur le professeur, vous avez bien répondu. Nous avons été rejoints par le trésorier du réseau Mali Diama, Ousmane Traoré, et également par Sokona, maire adjointe élue départementale dans le 94. Sokona. Ok. Ben, nous allons terminer par une dernière question qui peut être posée soit à M. Boudia ou à M. Morila. Vous avez le choix. La dernière question. Oui, c'est bon. Je vais aller en lieu je vais laisser la guerre. Ok. Donc moi c'est Yatara Sidi Amadou. Je suis consultant RH. Je travaille actuellement au Mali depuis. Oui. Donc depuis un an et demi, je suis en train de m'installer encore au Mali. Vous voyez, c'est pas facile depuis un an et demi. Donc, et dans votre intervention, vous avez parlé à un moment de difficulté pour les cantons d'origine malienne, africaine ou autre, d'avoir des financements ici. Mais pourquoi c'est encore plus difficile, même en Afrique? C'est-à-dire qu'il est plus facile pour un Européen d'investir encore en Afrique que pour un Africain d'investir. Donc là j'aimerais que vous me donniez encore plus d'explications. Parce qu'en France, bien sûr, c'est son territoire, c'est plus facile, mais s'il faut aller encore en Afrique, et ça se complique encore pour nous, là aussi, il faudra que vous me dites un peu de quelles sont les difficultés et pourquoi ça bloque. Ok. Ben, nous saluons la présence de certains confrères, Chambel Guinaïda, Kiatonga, et également la présence de M. Amélie Diaba, le président des Maliens de France. M. Koudiam, c'est la dernière question. Ensuite, nous allons venir avec Habib. Oui, donc votre question est relativement complexe. J'ai lié tout à l'heure l'octroi d'un financement à la capacité à fournir des garanties. Je prends un exemple, si je suis banquier, vous venez me demander un prêt de 100 millions, vous avez une maison, une voiture, etc., et tout ça, votre patrimoine, la maison c'est pour la voiture, vous avez un patrimoine qui dépasse les 500 millions. Il n'y a aucun problème à vous prêter les 100 millions en gageant. Aucun.
Président, moi je suis gentil, je suis le fils de Intel, je parle d'un banquier normal. Hein. Je suis le fils d'Intel, mon machin qui est là, mon truc qui est là-bas, j'ai eu de l'argent, donc simplement en jouant sur le nom ou sur ce que je suis, moi je me dis oui, on a rencontré ça l'année dernière, hein. On travaille comme des malades dans une banque pour gagner 2%, 3%, 4% d'amélioration de la marge. Vous faites un prêt qui se passe mal. Le client est en faillite. Il vous fait perdre les 100 millions que je viens de vous prêter. Tout l'effort de 3 ans, vous l'avez balayé. Vous croyez que je vais faire ça? Si je suis responsable? Sûrement pas. Donc je veux des garanties. Pourquoi on donnerait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, pourquoi on donnerait davantage plus facilement à un Français qu'à un Malien? Peut-être que c'est cette garantie qui est plus conséquente dans un cas que dans l'autre. Mais si je ne dis que ça, je ferai langue de bois. Moi, je ne fais pas langue de bois. Le système malien, le système bancaire malien, vous le connaissez. Pas seulement le système bancaire, mais aussi le système bancaire. Vous savez comment ça fonctionne là-bas? Je ne fais pas d'autres commentaires. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez tous eu les réponses que vous attendiez et le compte rendu était à la hauteur, l'intervention était formidable. Et à présent, nous allons faire appel avec la Torah jouée par M. Babasako, l'enfant de Ousmane Sango. Gimba. Merci, je ne sais pas si c'est mieux. Peut-être c'était pas mieux sans micro, non? Oui, À votre aise. On peut être tellement fier du Mali de savoir que vraiment des gens aussi éclairés sont dans ce Mali qui est un pays merveilleux. Mais pourquoi on a toujours des présidents bizarres? On pose la question à Moussa Traoré, Monsieur le Président de la République, les cliquets migrateurs sont en direction du Mali. Il fait, je n'ai jamais interdit l'immigration en République du Mali. Au Mali, les gens rentrent comme ils veulent et sortent comme ils veulent. Et il n'est pas mieux que... ATT n'est pas mieux que lui. Hein. Aux États-Unis, tous les présidents se retrouvent autour d'Obama et Wad qui commence, Wad est anglophone, il parle super bien anglais, tout ça, il a commencé à faire un discours super long en anglais, mais vraiment d'une éloquence mais incroyable. À partir d'un moment donné, il a fini la parole, il a fallu que quelqu'un d'autre prenne encore la parole et c'était ATT qui fait. Non, comme mon grand frère Wad a parlé, Wad fait non, le Mali, le Sénégal. Alors Ibeka n'est pas mieux aussi. Lui, il a la tête pleine, mais le problème c'est que tout ce qu'on entend de ce qu'il dit, c'est Inch'Allah. Le reste, c'est. Alors, ils ont sûrement un point commun avec un personnage que j'aime bien, qu'on appelle dans le Moyen-Orient Nasruddin. Nasruddin qui un jour était en train de laver son chat, il y a son voisin qui passe et qui lui dit, mais Nasruddin, qu'est-ce que tu fais? On ne lave pas un chat, tu vas le tuer. Il dit, non, mon chat en a l'habitude, je le lave tout le temps, il n'y a aucun souci, il adore ça. Puis le lendemain, le type, le voisin, il repasse, Nasruddin est arrêté par le chat. Il fait, Nasruddin, il est où ton chat? Ah, il est mort. Ah, je t'avais dit qu'il ne fallait pas le laver. Non, ce n'est pas en le lavant que je l'ai tué, mais c'est en l'essorant. Voilà ce que les présidents que nous avons. Mais, alors disons, j'aime bien aussi taquiner les Sénégalais. Il y a un type qui était marié à une Sénégalaise et quelqu'un lui dit, mais écoute, ton ami sera avec ta femme. Alors, c'est pas possible. Il vient voir sa femme. Alors, je ne veux plus qu'un tel vienne chez moi. C'est terminé. Il ne faut plus jamais, quand je suis là, que ce soit là ou pas, il ne faut plus jamais qu'il revienne chez moi. Un jour, il était en ville, il y a quelqu'un qui lui dit, ben, écoute, je viens de voir ton ami, il était chez toi. Il vient engueuler sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas que ce type-là fousse mon PC. Il dit, mais il n'est pas venu. Non, quelqu'un m'a dit qu'il n'est pas venu, je te jure, parce qu'il est rentré seulement, il est seul. C'est le porteur sénégalais. Il fait un commentaire magnifique sur Christophe Sagna, à l'époque, qui était le plus grand joueur africain.
Maintenant, le Sénégal vient de bénéficier d'un penalty qui va être transformé très certainement en but par Christophe Sagna. Parce que pour qui connaît Christophe Sagna, c'est un joueur de talent exceptionnel qui a évolué sur toutes les pelouses internationales. Christophe Sagna, nous voilà donc qui va déposer la balle sur le point de penalty. Christophe Sagna qui tire, oh, raté. Et qui a donné ce penalty à Christophe Sagna? Il n'a jamais marqué de but dans sa carrière. Alors, j'aime bien Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, lui qui, on lui dit un jour, bon alors maintenant nous allons passer la parole à Ampateba, parce que Ampateba n'avait pas de portable déjà. Voilà. Quand il venait en public, voilà, merci. Alors, Ampateba, on lui dit, bon alors maintenant nous allons passer la parole à M. Ampateba pour qu'il nous dise ce qu'il conseillerait aux jeunes aujourd'hui. Et Ampateba qui fait, merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. En me donnant la parole, vous me donnez une des choses les plus merveilleuses de l'existence. Parce que, après mon exposé, je vous demanderai de me poser toutes sortes de questions que vous voudriez me poser. Je vais m'efforcer de les répondre sans jamais me tromper. Je dis bien sans jamais me tromper, parce que je n'ai pas le droit de me tromper, pas le temps de recommencer. Parce que la parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair, l'éloquence, et le noyau, le bon sens. Alors, j'ai eu l'occasion un jour de répondre à un jeune homme qui m'a dit un jour, quand c'était une assemblée à l'UNESCO, qui m'a dit, mais monsieur Ampateba, vous n'avez pas de licence. J'ai répondu à ces jeunes, je lui ai dit, c'était un jeune de type européen, j'ai dit, mon enfant, nous n'avons pas de licence, mais nous avons le bon sens. Ce sont les gens de bon sens qui ont créé la licence. Et le premier homme qui a parlé de licence n'avait pas de licence. Alors je vous dis donc, en me donnant la parole pour que je dise aux jeunes qu'est-ce que je peux leur conseiller, eh bien, vous venez de me mettre à ma disposition une des choses les plus merveilleuses du monde, c'est-à-dire la parole. Parce que la parole, elle heurte, elle coupe, elle module, elle modèle, elle forme, elle réforme, elle déforme, elle irrite, elle amplifie, elle apaise, elle rehausse, elle abaisse, elle rend malade, elle guérit, et selon sa charge, elle tue net. Une fois émise, on ne peut plus la rattraper, elle déclenche et termine tout. Alors, on va peut-être faire Sarah là, hein, parce que ça va être trop long, mais laissons tomber sur l'état, allons directement dans ça. Voilà. J'adore ce petit texte là qui a été écrit par une traduction d'une chanson malinquée traduite donc par Massamba Diabaté que j'ai adoptée depuis un certain temps et donc que j'aime bien raconter. Et ma fille, Sarah. Ça c'est beau. Parler est un art difficile. Le tout est de savoir le poids des mots. Celui qui ne sait les tailler doit s'en remettre au griot, car dans l'héritage du Manding, c'est à eux qu'appartient la parole. On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir. On chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole, car Sarah c'est le charme, et le charme est le gage de la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler, et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi relier en toute liberté sa parole donnée? Sarah, on l'a chanté pour une jeune fille. Tous les matins, elle nouait autour de sa taille 12 pagnes d'égale fraîcheur. Mais aujourd'hui, on peut la chanter pour les hommes, car Sarah
c'est le charme, et le charme est le gage de la parole donnée. Bromandal, Kokai. Merci. Elle avait dit à son amant, je t'aime d'amour, et l'amour est un don gratuit. L'amour voit ce que l'œil ne voit pas, l'amour tait ce que la bouche se plaît à taire, car je t'aime pour toi-même. Difficile est l'art de la parole et contraignant la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahomet est le prophète, qu'il est si difficile de parler. Et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? Professeur, merci. Merci à toi. Merci même. Elle avait dit à son amant, je t'aime encore, mais cet amour n'est pas sans danger pour toi, car je suis fille de roi et mon père à l'apprendre te mettra à mort. Un homme d'honneur devrait choisir la mort ou la prison pour respecter sa parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignant la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler, et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi relayer en toute liberté sa parole donnée? Je t'aime encore, dit la jeune fille, et si tu en doutais ce soir-là même, je le donnerai à toi. J'ai peur, dit le jeune homme. As-tu jamais vu une princesse amoureuse du palais premier de son père? Tu as peur? Dit Sarah. Alors va-t'en loin de ce pays. Mon père me destine à un prince, et quand tu t'en iras et quand on voudra me conduire à lui, j'aurai mal et tous les féticheurs du monde seront impuissants à me guérir. Mal à la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler, et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi dénier en toute liberté sa parole donnée? Le temps passa, le jeune homme s'en alla. Quelque temps plus tard, on voulut conduire Sarah chez le prince auquel elle était destinée. Au beau milieu du cortège, à quelques pas de la case nuptiale, elle se transforma en tourbillon. 7 ans plus tard, le jeune homme, devenu fou au cours de son aventure, revient au village et se met à courir derrière tous les tourbillons en chantant Sarah. Voyez-vous, moi qui suis un homme, je vous chante Sarah, mais je dois reconnaître qu'au départ de l'amour, la femme est plus tenace que l'homme. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler, et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi relier en toute liberté sa parole donnée? On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir, on chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole, car Sarah c'est le charme, et le charme c'est le gage de la parole donnée. Cette ovation, tu le mérites, cher ami. Donc après Habib, les membres du réseau Mali Diamant, notre guimard national. Alors je vais passer le micro à notre président, Abraham Sidibé, pour débuter certainement au cocktail. Merci à tous d'avoir répondu aussi nombreux. Merci à Mehdi Dera qui est aussi parmi nous aujourd'hui, qui est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Merci aussi à notre jeune frère, qui est aussi un des leaders maliens, Moussa, qui nous a rejoint, qui est aussi un leader malien à Cergy. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont arrivés par la suite. Merci à Mohamed, qui est aussi le président du Conseil national des jeunes maliens de France. Et merci à Mohamed, merci à vous tous. Alors, moi, pour conclure, donc, je vais clore par un proverbe chinois qui dit que entreprendre, c'est d'abord une idée, un esprit, et se termine toujours par un destin. Sur ce, je souhaiterais vous inviter à notre cocktail d'amitié qui se trouve juste en face, qu'on puisse vraiment échanger, se rencontrer, et c'est vraiment l'esprit des Mali Diamant, et je vous invite à nous rejoindre dans ce projet pour le développement de nos projets, on va dire, personnels, mutuels, ensemble, que chacun devient une force pour l'autre. Merci à vous tous, merci d'avoir répondu.
What the